On va passer à la deuxième partie de la table ronde là, et donc on a fait un constat quand même depuis ce matin qui est assez important sur les erreurs médicamenteuses. Il est temps d'être productif, d'être créatif et de proposer des solutions, bien évidemment, et des solutions qui on va dire, soit applicable. Il faut restons pragmatiques quand même. On peut rêver, mais bon, c'est pas très forcément productif de rêver. Donc, essayons quand même de faire des propositions. Il y a des choses qu'on peut faire maintenant. Il y a des choses que la NSM, le collège peuvent faire. Il y a des choses qui ne sont pas de notre domaine. On peut les lister, on peut les répertorier. On pourra peut-être les appuyer, mais on ne pourra pas faire plus. Donc, essayons de garder des choses faisables et puis de grandes idées aussi. Et on va reprendre donc dans un premier temps un tour de parole comme on l'a fait pour la première partie de la table ronde. Et donc, Monsieur Perrier, quels sont alors à la fois les propositions, les besoins des patients? De mes premières demandes, vous y avez répondu, c'était la généralisation de la conciliation médicamenteuse. Je voulais insister par rapport à ce que j'avais dit ce matin, qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on est en train de mettre en place un projet ETHICS où on a déjà intégré la conciliation médicamenteuse à l'intérieur. On a déjà intégré dedans le DMP. Il n'y a pas encore le DP, puisque effectivement, il y a beaucoup plus de dossiers pharmaceutiques ouverts que de DMP. À tout hasard. Mais moi, je voulais reprendre une thématique, toujours la même, personnes âgées, sur les problèmes de liste de médicaments non recommandés ou dangereux pour les personnes âgées. C'est le monstre du Loch Ness. J'ai travaillé un tout petit peu à la HAS sur ce dossier. Il n'en sort pas grand-chose, ne serait-ce que ce que les Américains appellent la liste de Beers. Il y en a d'autres qui circulent depuis déjà des années. J'ai jamais vu une mise en application pour les personnes âgées. Voilà. J'en aurai d'autres, mais je réinterviendrai après. Ok, donc conciliation, c'est bon, c'est en place, bien entendu. Liste des médicaments, on va y répondre, et je pense que ça intéresse d'autres gens parce que c'est aussi un sujet, je pense, que les généralistes peuvent s'en emparer. Voilà. Donc, Catherine. Alors, comme ça, ce qui me viendrait le plus facilement, c'est vraiment reprendre cette notion de collégialité et de travailler ensemble sur le DPC, c'est-à-dire avoir effectivement une formation commune, au moins une, sur la prise en charge thérapeutique et pouvoir, du coup, par le biais de ces DPC et de ces formations, non seulement se retrouver médecins, pharmaciens, ce qui est assez rare quand même, hein, se retrouver ensemble au cours d'un cursus de DPC et de pouvoir échanger sur nos problématiques de terrain et puis pouvoir un petit peu avancer là-dessus. J'attends avec impatience les fiches de conciliation et les bilans. Hein. Je serai vigilante à ce niveau-là. Et puis, redire un petit peu ce que j'ai dit ce matin, c'est-à-dire aussi qu'il y ait une reconnaissance de ce travail. Là, on constate tous la mise en place du dossier médical partagé. Moi, je déplore le fait qu'on n'ait aucune rémunération qui est mis en place. Alors moi, je m'interpelle à quel moment et je veux dire quelle sera la contrepartie. À quel moment déjà je vais trouver le temps d'aller remplir ce DMP ou d'aller dire tiens là il y a eu quelque chose, je vais aller voir ce qui est dans le dossier médical du patient et puis même pour les médecins, est-ce qu'ils vont avoir le temps de le remplir et j'en suis toujours avec mes sorties d'hospitalisation quand on voit
les délais pour que les médecins aient les courriers? Est-ce que ça ira plus vite? Est-ce que les médecins hospitaliers vont utiliser facilement l'outil? Qui va le faire? La secrétaire, le médecin? Enfin bon, il y a plein de questions derrière. Et voilà. Bon, et pour finir, c'est cette notion de trouble cognitif là qui me dérange, moi, parce que je me dis que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça pour éviter justement les erreurs médicamenteuses. Et alors, là, sur le sujet, vous évoquez tout à l'heure, dans votre cas clinique, oui. Deux choses, effectivement, qui étaient premièrement un médicament que vous ne connaissiez pas. Okay, donc, c'est quels besoins vous avez en termes de connaissances, quelles informations vous avez effectivement, vous, infirmière, sur les médicaments, sur les nouveaux médicaments, etc., ou quels sont les besoins éventuels. Et deuxième chose, c'était effectivement sur quels besoins vous avez aussi pour ces personnes qui sont, on va dire, limites, qui n'ont pas l'infirmière qui passe, et pourtant qui ne sont pas forcément adapté. À quoi vous pensez? Vous avez des idées? À quoi je pense, oui, moi, déjà, une première chose, sûrement des idées. Qu'on ait une reconnaissance au niveau des soins de premier recours. Parce que quand le patient sort de l'hôpital, que c'est le week-end et qu'on doit déjà intervenir alors qu'on n'a pas de prescription adéquate et que même si on a les compétences, voilà, nous on travaille sans filet. Hein, très souvent, ce que j'expliquais par rapport à mon insuline, j'ai pas su vers qui me retourner, j'ai pas su comment faire. J'aurais pu peut-être aller plus loin, mais bon voilà, je saurais que j'ai la capacité de mettre en place déjà quelque chose. Peut-être que ça se serait passé différemment. Dans les soins de premier recours, ce qu'on réclame aussi, c'est une reconnaissance du rôle infirmier. Donc très souvent, moi j'ai des collègues qui, quand ils sont dans des situations comme ça, bottent en touche et renvoient à l'hôpital. Hein, ça c'est clair, ils prennent pas le risque alors qu'on sait pertinemment que c'est des personnes qui sortent très souvent d'un long séjour hospitalier, qui veulent pas y retourner et on se confronte à l'empathie qu'on a avec notre patient, à dire bon on va vous garder, enfin on va attendre un peu le week-end et puis on va attendre lundi d'avoir un avis médical et des fois lundi c'est trop tard. Bon, donc c'est pouvoir avoir cette reconnaissance au niveau des soins de premier recours, peut-être avoir aussi au niveau de la permanence des soins quelqu'un qu'on peut joindre. Nous, on a des réseaux. Heureusement que localement, on a des réseaux avec des médecins qu'on connaît, qu'on va joindre sur leur portable, qu'on va joindre le médecin urgentiste qu'on connaît en lui disant mais qu'est-ce que je fais là, voilà, ou l'infirmière du service qui est une ancienne collègue, pour pouvoir dépatouiller la situation. Hein, mais c'est plein de petites choses qu'on met parce qu'on a l'expérience du terrain, parce qu'on a la pratique du terrain, une fois encore, qui n'est pas facilement applicable pour tous les professionnels de santé. Donc il faut... voilà. Après, je pense aussi que ça va par la reconnaissance. C'est pas mesquin de dire ça, mais par la reconnaissance financière. À un moment donné, là, je pense que nous, on est en rupture conventionnelle avec la Caisse nationale d'assurance maladie parce qu'il y a des choses qu'on ne nous reconnaît pas au niveau de nos compétences. Le bilan de soins infirmiers, où on peut déjà mettre en place et dire quelles sont les problématiques liées aux patients, et puis que derrière, il y ait des actions mises en place, soit par le médecin, soit par l'hôpital, sur une surveillance thérapeutique, pour commencer par là, ne serait-ce que 15 jours à la sortie de l'hôpital, mettre systématiquement sur les patients chez qui il y a un doute, et il y en a quand même pas mal, une surveillance thérapeutique par une infirmière, et là, nous, on fait ce bilan, collaboration éventuellement avec le pharmacien, mais en complément. Je dirais même pas en collaboration, en complément. C'est-à-dire que le pharmacien va déjà observer certaines choses, nous on va en observer d'autres au domicile, par rapport au comportement du patient, par rapport à son entourage, par rapport aux aidants, qui sont des fois
pas toujours aidant. Enfin voilà, c'est très complexe, hein, les situations de prise en charge à domicile chez des patients âgés, polypathologiques, où il faut avoir ce temps d'observation. Moi, très souvent, je dis, il me faut une semaine. Il me faut une semaine pour faire vraiment la part des choses sur l'état du patient, suite à sa sortie d'hôpital, sur sa capacité à prendre ou à pas prendre son traitement, sur sa capacité ou la capacité des aidants ou des intervenants, hein, des auxiliaires de vie entre autres, qui sont quand même aussi très très présents dans la prise en charge à domicile et pour lequel nous on a ce devoir d'observer ce qui se fait. Donc c'est vraiment à plusieurs niveaux et ça il nous faut du temps. Et ce temps, quand soit on n'a pas la prescription, donc voilà, et là il faut aller la chercher vers le médecin ou vers le service hospitalier. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une sortie du SSR chez une patiente qui était tombée avec une prescription multiple d'aldol, de tertian et autres, et où je me suis dit tout de suite, non. Voilà, mais j'ai pris sur moi pour pas donner tout ce qui était prescrit, et entre autres avec des gouttes prescrites 3 fois par jour, mais un seul passage infirmier. Je faisais comment là, moi? Bon voilà, c'est plein de petites questions comme ça, et au niveau de la rémunération, il faut savoir qu'on est limité aussi dans ce contexte. Merci. Alors, Gilles. Alors, des propositions. Enfin, des propositions ou surtout pas des recommandations, mais en tout cas des intentions. Premièrement, être très vigilant sur les bithérapies. On voit bien que les laboratoires ont poussé la bithérapie. Je pense que parfois c'était des techniques de contournement d'arrivée de génériques. On associe deux molécules et hop, on continue le business comme avant. Je pense que ce n'est pas une façon de travailler. C'est une façon parfois de masquer la seconde molécule, et c'est des erreurs de dosage, puisqu'il y a 4 combinaisons parfois, puisqu'il y a un dosage pour la première, un dosage pour la seconde, et quand on combine, ça fait 4, et on voit bien que ça entraîne une difficulté de prescription, une difficulté derrière de compréhension, et quand il y a un changement, et qu'on change qu'une seule molécule, enfin un seul dosage, ça devient extrêmement compliqué. Donc ça, vigilance, parce qu'on en est là maintenant au stade des trithérapies, et aller plus loin. Alors trithérapie, pas pour ce que l'on connaît, des trithérapies pour du traitement chronique, etc. On en a mis 2, ça a marché, on va en mettre 3, au nom de l'observance. Hein. Au nom de l'observance. C'est vraiment assez cynique comme façon de travailler. Alors, je pense qu'il faut être prudent. D'ailleurs, l'hôpital ne travaille jamais comme ça. Il travaille molécule par molécule. Et quand on l'enlève et qu'on met, au moins on sait qu'on a mis ce médicament. Deuxièmement, c'est un travail en commun avec une recommandation qui pourrait être comment on signale un arrêt de traitement sur la prescription. Comment on écrit le médicament et on dit celui-là on l'a arrêté. Et on met une grosse croix. Alors pour l'instant on a des gros signalements, etc. quand les médecins le font, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est important. Ou un signalement aussi quand il y a un changement de dosage. C'est volontaire. C'est volontaire, c'est une décision qui a été voulue par le prescripteur, c'est pas un saut de ligne ou un oubli. Donc là, il y a peut-être un travail à faire, médecin, pharmacien et infirmier, pour avoir cette information et qu'il n'y ait pas de doute, parce que c'est où on dit oh, il a dû vouloir. Non, ça y est, là, il a dû vouloir, ça y est, c'est la catastrophe, on prend un risque. Donc, ou alors il faut téléphoner. Quand on téléphone, ouais, écoute, je ne l'ai pas mis, mais c'est normal. Si je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas mis. Alors, on se fait engueuler, mais voilà, on a levé le doute. On a levé le doute parce que nous, après, dans la nuit, ça tourne, hein, en disant est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait. Donc ça, c'est un élément qui me paraît important pour aussi intégrer ce que disait M. Honoré, c'est la conciliation médicamenteuse. Il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu des décisions qui ont été prises. Comment elles sont poursuivies par la suite et pas à un certain moment cassées parce qu'on a appuyé sur un bouton renouvellement et que voilà, ça va marcher. Je partage sur la sortie hospitalière. C'est pas normal aujourd'hui que les patients qui sont lourds, qui sortent plus tôt parce qu'on développe un ambulatoire, le séjour hospitalier est raccourci. On a des patients qui arrivent en post-opératoire, en soins post-opératoires à domicile, parfois avec des traitements lourds, qu'on n'ait pas respecté l'infirmière et le pharmacien. On nous met sous tension de façon inutile par des organisations. Quand vous sortez et que rien n'a été préparé, rien n'a été anticipé, on met sous pression 2 professionnels de santé,
qui ne sait pas si l'infirmière, est-ce que le Lovenox, il faut que j'injecte à 18 h, c'est 1 par jour, ou est-ce que le patient est sorti avec l'injection de Lovenox dans la journée et je dois le refaire que le lendemain matin. Voilà, donc on ne peut pas travailler comme ça, ce n'est pas possible. Et quand on voit arriver des patients qui sont de plus en plus lourds, qui ont la volonté de retourner à domicile le plus possible, il faut organiser, donc anticiper la sortie. Il y a eu la lettre de conciliation pour les médecins, enfin pas de conciliation, la lettre de sortie qui arrive plus tôt, mais la lettre de sortie, elle est intéressante et c'est important, mais le premier qui va être à la manœuvre, ça va être le pharmacien. Parce que sans médicaments et sans pansement, l'infirmière ne peut rien faire. Donc nous, si on avait l'information juste 3-4 heures avant que le patient sorte, déjà on est averti, on sait qu'on peut organiser le domicile du patient et dire à l'infirmière, parce qu'on travaille ensemble, écoute, tu auras les médicaments à 18 h, tu peux passer. Tu auras les pansements qui sont faits, tu peux passer. Et c'est comme ça qu'on fait de la véritable coordination et bien sûr partager avec le médecin. L'autre proposition, vous avez parlé de la liste, monsieur, des médicaments non adaptés aux personnes âgées. Alors, c'est vous pareil, quand il y a une liste, hein, en général, ça y est, les snipers sont là pour dire pourquoi vous ne m'avez pas mis, pourquoi vous m'avez mis, etc. Je pense qu'il y aurait un travail intéressant à faire en EHPAD. En EHPAD, on a une concentration de personnes âgées qui, avec un médecin coordonnateur, avec des médecins traitants, des infirmières qui sont salariées et un pharmacien qui fournit des médicaments et qui fait les plans de prise, qui fait même la préparation des doses administrées, qui fait les semainiers. De travailler justement là, sur les pratiques, en disant voilà, on a tel et tel type de médicaments que l'on pourrait transférer sur d'autres. Et là, comme vous êtes en région, de pouvoir faire des expérimentations sur des lieux physiques où on peut améliorer éventuellement des pratiques et partager avec les médecins, partager avec les autorités de santé, voir si on a réussi à modifier certaines habitudes parce qu'on a d'autres alternatives thérapeutiques que l'on n'avait pas forcément il y a 10 ans. Donc là, il y a peut-être un travail et également le dosage, parce que c'est à la fois dans la classe thérapeutique le médicament adapté, mais également l'évolution sur les dosages en fonction de l'évolution du patient. Donc là, je pense que ce lieu physique de l'EHPAD est intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur les cercles de qualité. Comment au moment où on partage, en disant justement, on a une expérience médecin, une expérience pharmacien et infirmière, comment un moment sur des cercles de qualité, comme ça se fait en Suisse, on partage ces informations et on améliore les pratiques sur des territoires de santé à travers les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, autour des maisons de santé pluriprofessionnelles, voilà, d'avoir ce moment de recherche de cercles de qualité. Et puis, les CPTS sont en train de se mettre en place. Elles doivent travailler avec des GHT, avec les hôpitaux, bien évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Mais je crois que cette organisation aujourd'hui incite à la coordination, incite au partage d'informations et incite à améliorer les pratiques et donc permettre aux patients de mieux lutter contre la iatrogénie. Donc je pense qu'il y a un beau chantier. Merci Gilles. Alors Badis, à toi, qu'est-ce que au-delà des cercles de demandent qualité, les médecins généralistes? Quand je parle aussi de discussion pluriprofessionnelle autour du patient, c'était pas que le cercle de qualité, c'est aussi avec le patient sur un cas particulier. C'est-à-dire que si chacun réfléchit dans son coin, fait la synthèse dans son coin, transmet à l'autre pour qu'il apporte sa valeur ajoutée, qui peut-être ne sera pas une valeur ajoutée parce qu'il est sur un autre temps, et c'est travailler en même temps et sur un même sujet, et donc un même patient. Après, moi, je n'ai rien à dire de nouveau que de ce qui a été dit, parce que c'est vrai que moi, je pense par rapport aux erreurs médicamenteuses, on parlait d'objets connectés. Je pense que s'il y avait un objet connecté que le patient porterait, donc sur son smartphone, où il y aurait cette synthèse des traitements, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un prescripteur va intervenir, qu'il ait l'obligation de viser ce qui est marqué sur cette application, de voir ce qu'il va la modifier ou pas la modifier, ou même réduire le traitement, qu'il le valide en temps réel. Comme ça, le patient qui est toujours présent en fait à chaque consultation avec les différents intervenants, que ce soit avec l'infirmière, le kiné, le pharmacien, le médecin généraliste ou spécialiste d'organes, porte cette information. Après, après, il y a l'autre côté, c'était par rapport à l'observance, et donc je ne sais pas comment on peut faire, mais il y a cette idée, oui, de faire participer le patient et d'avoir cette approche centrée patient.
Donc réfléchir comment on peut réussir à travailler en des consultations dédiées. Je ne sais pas quel professionnel de santé le ferait, où on serait avec le patient, on reprendra avec lui, que ce soit les posologies, les galéniques, parce qu'il y a des dispositifs qui sont parfois très compliqués à utiliser, et le patient abandonne le traitement parce qu'il ne sait pas comment faire, ou il va le faire et il va le répéter alors qu'il peut être sur un dosage toxique. Et la dernière chose que je reprendrai, c'est l'histoire des déclarations. C'est-à-dire que si on veut continuer à s'améliorer, il faut qu'on ait la culture de ce que vous disiez. Moi, je sais que quand je peux, je déclare les effets secondaires à la pharmacovigilance. Mais en ayant réfléchi ce matin à tout ce que vous disiez, je crois que je n'ai jamais fait de déclaration d'erreur médicamenteuse. Alors que j'en ai fait, j'en ai vu, j'en ai entendu, mais j'ai jamais eu l'idée de la déclarer. Voilà. Merci Bédis. Merci beaucoup. Donc, moi, je voulais peut-être rebondir sur ce que vous avez dit, même si ce n'était pas vraiment le point, c'est sur la pertinence des prescriptions, mais sur les médicaments inappropriés chez les sujets âgés. Donc, effectivement, il y a plusieurs listes qui ont été publiées, la liste de La Roche, le Start and Stop, la liste de Beers. On peut utiliser également des critères implicites de l'ordonnance et de l'analyse d'ordonnance du pharmacien. Clairement, moi j'ai une expérience à vous raconter. On a sur Marseille des équipes, enfin on a de toute façon en France des équipes mobiles de gériatrie qui sont spécialisées donc en gériatrie. Et on a incorporé nous un pharmacien dans l'équipe mobile de gériatrie pour travailler en médico-pharmaceutique. On s'est rendu compte d'abord qu'on était très complémentaires et qu'il n'y avait pas de difficulté à travailler ensemble. Au contraire, maintenant je pense que on aura du mal à l'arrêter en fait. Et ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive réellement à travailler avec les autres professionnels, soit en intra-hospitalier, soit avec les médecins généralistes de ville. Alors un peu moins bien avec la ville, on n'a que 30% des médecins généralistes qui nous répondent, mais, et 80% en intra-hospitalier, mais déjà les interventions du gériatre sur les autres professionnels sont beaucoup plus acceptées quand elles sont faites en binôme avec un pharmacien que tout seul. Ça, c'est le premier point. On passe de 30% à 70%. Et ce qu'on arrive à faire, c'est à enlever en moyenne 2,7 médicaments inappropriés chez le sujet âgé à 30 jours post-hospitalisation chez nous. Et effectivement, avec une très bonne réponse, enfin, que je trouve très bonne pour l'instant, puisque on partait de plus bas, de 30 à 40% des médecins généralistes de ville qui nous répondent à l'hôpital en disant « Oui, je suis d'accord avec vos préconisations et je maintiens votre truc ». Des propositions, parce que là on a évoqué les problèmes, des propositions, et en particulier donc dans le lien ville-hôpital, puisque c'est là où on intervenait le plus et où on a vu que quand même c'était pas sans difficulté. Moi j'en ferai qu'une de propositions. Ça suit un peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait d'avoir déjà la prescription en temps réel tout le temps sur... Bon, ça arrivera peut-être avec le DMP. Espérons-le, qu'on puisse l'avoir comme ça, ou alors avec l'ordonnance dématérialisée peut-être, demain, après-demain. En tout cas, ce qui pourrait être intéressant, et c'est une proposition que je me dis, c'est pourquoi ne pas calquer en ville ce que l'on fait à la sortie de l'hôpital dans le cadre de la conciliation, c'est-à-dire associer à la prescription médicale de sortie, qui est qu'une liste positive de médicaments à prescrire aux patients, une fiche de conciliation qui récapitule pour chaque professionnel en fait, et pour le patient, ce qui doit être pris, continué, arrêté, ce qui a été arrêté et qu'il prenait, ce qui doit être continué et qui donc est dans la prescription de sortie, et ce qui a été initié et qui se retrouve également, qui devrait également se retrouver dans la prescription de sortie, mais pas obligatoirement parce qu'il y a des ordonnances qui sont en cours par ailleurs. Donc soit on represcrit tout, soit on fait une prescription de sortie incomplète, mais dans ce cas-là, on l'a sorti, c'est simplement une fiche récapitulative que doit prendre le patient, qui n'est pas superposé à la prescription en fait. Et donc c'est un peu professionnel, chaque prescripteur à un moment donné de refaire le point sur ce qui doit être pris et pas ce qui est prescrit de nouveau. Est-ce que tu m'accordes une petite rallonge? Il y a un point qui pourrait être intéressant aussi dans cette journée, c'est de simplifier les règles de prescription. Aujourd'hui, les médecins sont confrontés à des règles de prescription qui datent parfois de 10 ans, de 15 ans,
qui sont liées à des moments de sortie de médicaments de la réserve hospitalière, qui sont des limitations liées à un examen par un spécialiste à un rythme bien défini, qui sont interdits de prescription pour un médecin généraliste et autorisés pour un médecin spécialiste, mais peut-être qu'historiquement c'était comme ça. Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Je pense qu'on aurait besoin de faire ce travail pour dégager un temps compliqué pour le médecin, parce que quand vous avez 50 règles de prescription, ben vous ne les respectez pas parce que vous ne pouvez pas vous y retrouver. Et le pharmacien est confronté à des prescriptions qui, sur le plan réglementaire, ne sont pas conformes, alors qu'il faut assurer la continuité des soins du patient. Donc je pense qu'il serait peut-être bon, et justement le collège de médecine générale, les sociétés pharmaceutiques pourraient, je le dis au président Druet qui est distrait là, qui est distrait, tu as deux oreilles, voilà. Je lance un appel à ça, parce que je pense que ça peut être le travail de collège, de sociétés savantes justement, c'est qu'est-ce que j'ai comme règles de prescription aujourd'hui qui sont efficaces parce que ça permet la sécurité du patient ou des moments de réévaluation qui sont absolument nécessaires, et qu'est-ce qui relève de règles administratives, voire de contraintes pour éviter des coûts qui ont été imaginés à l'époque pour certains médicaments, pour dégager du temps médical, permettre aux médecins de se concentrer sur des prescriptions, et quand je dois prescrire des arrêts de traitement, ben je mets une contrainte supplémentaire sur le prescripteur qui va écrire des choses pour dire je te dis d'arrêter, donc je te le mets parce que je n'ai pas oublié, mais peut-être qu'en même temps il faudrait dégager des règles qui sont inutiles. Donc là il y a peut-être un travail en commun à faire pour voilà, rebalayer tout ça et voir si ça correspond, si encore d'actualité. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on est coincé? Quand un médecin généraliste est obligé de renouveler un traitement, alors que ça devrait être au spécialiste de le faire dans ce temps de 6 mois, alors que le spécialiste n'est pas disponible, on arrête la dépakine ou on la poursuit. Mais par contre, réglementairement, le médecin est en défaut et le pharmacien est en défaut parce qu'il a des livres. Est-ce que là, il n'y a pas un travail à faire pour dire oui, on sécurise, mais attention de ne pas tomber sur des choses qui se sont empilées sur un millefeuille et que personne n'a pris la peine de rebalayer. Donc je pense qu'il y a un travail là peut-être intéressant à faire. Alors, juste pour dire que le collège s'est déjà intéressé à cette question-là, tu l'imagines bien, et qu'effectivement, pour un certain nombre de choses, et d'ailleurs en collaboration avec l'agence, hein, puisque sur un certain nombre de sujets de ce type, on est interrogé déjà, et qu'on répond et qu'on en discute, on n'est pas toujours d'accord avec les décisions qui sont prises à l'agence, d'ailleurs, hein, parce qu'on n'est pas persuadé de la pertinence de la réservation de prescription d'un certain nombre de produits à certains spécialistes, par exemple. Donc c'est un chantier qui est en cours, il faut sûrement le continuer, je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors, on va, ça tombe bien, Michel, tu lèves le doigt, parce qu'on va donner la parole à la salle, effectivement. Et alors, on a entendu beaucoup de choses là sur tout ce qui est la prescription, d'accord, l'étape de la prescription. On a moins de propositions pour les autres étapes. Donc ça serait intéressant que aussi vous dans la salle vous puissiez aussi nous faire des. On en a besoin parce que si on veut avancer, si c'est pas cette journée, c'est pas une fin en soi. Il faut qu'elle permette d'avancer, et qu'elle permette de construire, qu'elle permette de faire des propositions. C'est important qu'on puisse avancer, qu'il y ait des groupes de travail qui soient d'ailleurs pas forcément réservés à la NSM et au collège, mais qu'on puisse continuer à avancer, faire des groupes de travail éventuellement sur le sujet. Donc allez-y, lâchez-vous, faites-nous des propositions, et pas que simplement sur la prescription, mais sur toutes les étapes qu'on a vues de la délivrance et du médicament. Donc, sur la formation continue dans le cadre du DPC, qui soit construite en formation interprofessionnelle. C'est-à-dire qu'on n'invite pas les pharmaciens à une formation qui a été construite par les médecins, les infirmières
à une formation qui a été construite par les pharmaciens, mais qu'on travaille ensemble à construire des formations qui soient véritablement interprofessionnelles. Comme ça se fait quelquefois, mais de façon très locale le plus souvent, avec des circuits, des réseaux improvisés, non financés, etc. La deuxième proposition, ça concerne encore la formation, mais là plus spécifiquement la formation initiale. Ce matin, on a parlé de la culture, de la gestion de l'erreur, et c'est vrai que toutes les difficultés qu'on a évoquées, elles ont un lien avec la culture, ou le manque de culture, ou l'apprentissage de cette culture. Donc il me semble qu'en formation initiale, il serait assez pertinent d'organiser des formations interprofessionnelles, c'est-à-dire que les internes de médecine rencontrent les internes en pharmacie, rencontrent les infirmières en formation, notamment à propos du partage des interventions de chacun. Connaître ce que sait faire l'autre, c'est extrêmement instructif et ça améliore sa propre qualité de prescripteur. Je ne veux pas être plus long. Je voulais parler essayer d'aider à quelque chose qui me tient à cœur et qui est la déprescription, parce que là on a parlé de la prescription, mais je pense que alors je voudrais en profiter pour dire que la SFTG organise le 25 janvier un colloque sur le thème de la déprescription avec le réseau canadien pour la déprescription, oui. Et que ce colloque, il est pluriprofessionnel et avec des patients, et on aura le témoignage d'une patiente et représentant d'une association de patients, parce que cette question, on doit la parler en pluriprofessionnel avec tout le monde. Et je pense que notre objectif est vraiment d'aider à la mise en œuvre de la déprescription tous les jours dans nos activités, de voir comment le pharmacien, qui actuellement n'est pas très aidé, pourrait être mieux aidé à participer aussi à cette déprescription. Et particulièrement, il me semble que ça serait utile pour nous si peut-être la NSM nous mettait à notre disposition aussi des informations sur comment on déprescrit ou de quelle façon on déprescrit un médicament, puisqu'on nous donne des indications pour les prescrire. Est-ce qu'on pourrait avoir plus, par exemple, pour les IPP, voilà, j'ai appris que c'était quelque chose qu'on devait diminuer progressivement, sans quoi on n'arrivait pas à les arrêter. Et du coup, je pense que voilà, peut-être qu'il y a beaucoup d'informations que je ne connais pas sur la façon dont on diminue et dont on arrête un médicament qui n'est plus jugé approprié. Et que cette question-là pourrait aussi être voilà, aidée. Enfin, on a besoin de solutions de ce côté. Philippe Piouet, je suis pharmacien hospitalier de formation et je m'intéresse à la prévention des erreurs médicamenteuses, mais en milieu hospitalier plutôt, dans le cadre du CNEH. J'ai déjà une question pour M. Bonnefond. Il y a quelque temps, quand on allait dans les pharmacies avec une ordonnance, il y avait quelqu'un, je ne dis pas si c'est le préparateur ou le pharmacien, peu importe, qui préparait les médicaments, et il y en avait un autre qui vérifiait. J'ai pas fait le tour de toutes les pharmacies du quartier, mais je ne le vois plus, du moins dans les quelques qui m'arrivent de fréquenter. Et je crois savoir quand même qu'à l'hôpital, on tend vraiment vers une vérification de ce que l'on donne avant que ça ne sorte de la pharmacie. Et je trouve qu'en pharmacie de ville, ce serait plutôt bien, même si ça prend du temps, de le reprendre. Alors par ailleurs, mon expérience est basée essentiellement sur des retours de soignants. Et de ce que j'entendais sur la prévention des erreurs, pour moi, il y a 3 mots qui peuvent revenir. Et je vais illustrer le premier mot avec un exemple qui est réel,
où il y a eu une dispensation de Primperan à la place de Primalan, en sirop. Et je demande aux participants, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on s'est trompé? On parle de délivrance, là, au niveau pharmaceutique. Et les commentaires, c'est, ah bah, c'est pareil, Primperan, Primalan, c'est les 4 premières lettres, ça se ressemble, c'est pas étonnant. Ou alors, ah ben c'est des sirops, donc ils sont rangés côte à côte. Ou alors, c'est les boîtages, justement, peuvent se ressembler, etc. Et ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'il y a peut-être quelqu'un qui dit, finalement, on a mal lu. Et en fait, quand on interroge ces personnes, on s'aperçoit que au moins 8 fois sur 10 dans les cas d'erreurs médicamenteuses, c'est une erreur de lecture, tout simplement. C'est-à-dire que soit on n'a pas lu, soit on a lu trop vite et mal lu. Mais dans tous les cas, c'est lire. Et on a perdu, me semble-t-il, la notion de lire. Et je suis désolé aussi, je pense à M. Adrouf, dans les prescriptions informatisées, ma consoeur avait raison ce matin, les prescriptions informatisées, c'est un plus parce que, enfin, c'est lisible. Bon, j'exagère un peu, mais c'est ça. Cela dit, on ne relit pas. C'est-à-dire que le mauvais clic, on est tous capables de faire de mauvais clics, on en fait tout le temps. Et quand on se relit quelquefois plusieurs semaines ou mois après, on se dit c'est pas possible que j'ai écrit ça ou que j'ai fait ça. Eh bien, dans les prescriptions, on a souvent cet aspect de non-relecture. C'est dommage, ça prend du temps, mais c'est quand même indispensable. Donc le premier mot, c'était lire. Alors le deuxième mot, c'est la confiance. Il y a un certain nombre d'erreurs qui ont pour origine la confiance. En clair, c'est pareil, c'est arrivé dans un hôpital il n'y a pas longtemps, erreur d'insuline. L'infirmière, la première, a sorti un stylo d'insuline, n'a pas lu, et c'était une rapide au lieu d'être une lente ou une lente au lieu de rapide, je ne me souviens pas, et l'a placée sur le chariot du patient. On sait que les stylos, ça peut rester un mois à température ambiante, c'est pas trop gênant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 jours qu'on suivi, les autres infirmières ont pris ce stylo, n'ont pas lu, et ont continué à injecter avec la mauvaise insuline. Et quand on les interroge, elle l'avait sortie, donc de toute façon on la connaît, elle travaille bien. Et on lui a fait confiance. Je dis, il faut faire confiance parce qu'on ne peut pas travailler en équipe si on ne fait pas confiance, mais on vérifie quand même. Et la troisième chose, c'est l'habitude. Ça a toujours été rangé là, ça a toujours été comme ça, et du coup, on fait le geste, sans lire à nouveau, d'ailleurs, hein, on fait le geste et on fait confiance à ce qui s'est passé avant. Et ces 3 mots, en tout cas au niveau du personnel infirmier, résument beaucoup la source des erreurs. Puis alors, il y a un dernier point et j'arrêterai là-dessus, il y a des causes d'erreurs, c'est l'interruption de tâches, et ça c'est vrai aussi bien dans les officines que dans les prescriptions, qu'elles soient hospitalières ou pas, le téléphone, le patient qui réintervient en disant j'ai oublié de vous dire ça, l'interruption de tâches c'est aussi quelque chose d'important à dire. Voilà, c'est tout, c'était un témoin. Si, ce qui manque aussi avec l'informatisation, c'est les arrêts de traitement. Du moment que c'est informatisé, souvent les traitements sont reconduits systématiquement et pas toujours arrêtés alors qu'ils pourraient l'être. Voilà, merci. Il y avait une question au fond, oui. Farid Keloufi, je suis pharmacologue au Centre régional de pharmacovigilance de Marseille. Alors c'était pas une question, c'était une réflexion et aussi une idée en fait à apporter pour des solutions, puisqu'en plus de ça vous avez dit qu'il n'y avait pas trop de solutions qui avaient été apportées dans toutes les autres étapes du circuit du médicament. Et je trouve qu'on a très peu abordé quand même l'étape de l'administration, mais par les patients. On a beaucoup parlé des erreurs qui étaient réalisées au niveau des soignants, mais très peu des erreurs qui étaient réalisées par les patients. On a abordé la notion des piluliers chez les personnes âgées, mais ça représente quand même une énorme partie des erreurs médicamenteuses. À titre d'exemple, au centre de pharmacovigilance de Marseille, pour y travailler et pour réaliser des gardes aussi au centre antipoison de Marseille, c'est 90% des erreurs médicamenteuses qui sont en fait des erreurs réalisées par les patients et pas par les professionnels de santé, où ça va des erreurs d'administration de méthotrexate plusieurs fois par semaine au lieu d'une fois par semaine, des confusions de dosettes,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des problèmes avec les patchs. Il y avait eu l'histoire de la vitamine D, mais bon, qui relevait plus là aussi d'un problème avec le médicament. Mais donc c'est un sujet en fait qui est très peu abordé et sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et sur lequel je pense qu'il y a une politique en fait de lutte contre l'iatrogénie médicamenteuse et contre les erreurs médicamenteuses qui, à mon avis, à mon goût, doit être mise en place avec une éducation des patients au bon usage du médicament et une sensibilisation importante concernant le médicament qui n'est pas un produit comme les autres. Et je pense que les patients aujourd'hui, alors les soignants le sont, je pense, mais les patients le sont beaucoup moins. Quand on voit les erreurs de médicaments qui sont commises, des erreurs de sirop, des erreurs de comprimés, de patients qui reprennent leurs comprimés derrière. Alors ça passe par des erreurs d'étourderie, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus, et à commencer notamment par ce que disait Catherine aussi tout à l'heure, Asgros, sur la traçabilité en fait de la prise de médicaments. Et il y a des outils à développer pour que les patients aussi se rappellent de ce qu'ils ont pris le matin et de ce qu'ils ont pris ensuite le midi et ce qu'ils ont pris le soir, parce que c'est aussi ce genre d'erreurs qui sont reproduites. Donc je pense que voilà, cette problématique des erreurs médicamenteuses, on y viendra à bout, alors j'espère, mais sans politique globale de lutte contre l'iatrogénie et de sensibilisation des patients également, je ne sais pas si on ira très très loin. Voilà. D'accord. Répondre. On répond? J'aurais voulu répondre au CRPV de Marseille. Oui, à la NSM, on essaye de faire des fichiers patients. Par exemple, pour le méthotrexate, on a fait un fichier patient pour mettre sur la fiche le jour de prise, et sur la fiche, il y a marqué 1 fois par semaine. On a fait des fiches patients également pour fluconazole. On a fait des fiches patients également pour les patchs, pour la mise de patchs, pour pas que les patchs, enfin qu'ils en aient des multiples, quoi. Effectivement, je ne sais pas si ça atteint vraiment la cible. Les pharmaciens d'officine ont ces fichiers par les laboratoires. Je ne sais pas si c'est renouvelé, je ne sais pas si... Enfin voilà, nous, en fait, on essaye de faire des choses pour que le patient ait l'information. Mais je vous remercie d'être intervenu, parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire aussi dans ce que je voulais dire. Ça concerne donc la communication, et aujourd'hui en 2018 on peut plus se permettre, comme ça a été fait dans les débuts des années 2000 ou 90, de communiquer avec des flyers. Je pense qu'à un certain moment il faut faire une communication qui est intensive. Alors c'est une histoire de moyens, j'imagine, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui on a quand même des canaux qui sont la radio, la télévision, on a les médias sociaux, on a des choses comme Facebook, Instagram, etc. qui permettent de communiquer de manière extensive en fait sur cette problématique-là. Et c'est vrai que sur les erreurs, vous avez raison, il y a des choses qui ont été faites sur les dosettes. Il y a eu des plaquettes, il y a eu des affiches. Honnêtement, je les ai... L'administration pour les solutions buvables. Je les ai, pour les unisoses, je les ai rarement vues dans les pharmacies affichées. C'est pareil pour ce qui est des patchs, des erreurs, de bonne utilisation des patchs. Il y a un très gros problème de communication aujourd'hui sur les erreurs médicamenteuses, et notamment en direction du grand public. Voilà. Ok, donc ça c'est un point. Ok, Gilles, alors, trois éléments de réponse sur. Alors, la déprescription, c'est pas le rôle du pharmacien, c'est le rôle du médecin. C'est lui qui va décider d'arrêter un traitement ou pas. Par contre, nous, on peut intervenir sur l'adaptation de la posologie sur certains traitements où la posologie peut varier, c'est-à-dire la douleur, la constipation, etc. D'être incité à moins délivrer, à faire que le patient sache gérer ses traitements pour ne pas délivrer des quantités qui seront, comme le dit l'infirmière, parfois stockées dans des armoires pharmacie ou éventuellement réutilisées dans de mauvaises conditions. Je ne vous cache pas qu'on travaille avec Nicolas Revel là-dessus. On a déjà modifié notre mode de rémunération, puisque la rémunération à l'acte de dispensation est indépendante du volume et du prix. On réduit la marge commerciale. Il reste encore une part à la boîte, mais cette partie-là, sur un acte volontaire d'adaptation de traitement, etc., en informant bien sûr le médecin, mais le médecin a prévu 1 à 3 par jour.
C'est un fil 3 systématiquement parce que voilà, ça peut stocker. Donc il y a peut-être un travail là-dessus intelligent à faire avec l'assurance maladie. Sous la double vérification, monsieur, oui, certains pharmaciens le font, d'autres le font en fin de journée. C'est-à-dire ils regardent, ils repassent l'analyse de toutes les ordonnances en rapprochant, puisqu'on a scanné toutes les prescriptions, on les a en visible avec à côté la dispensation. Et là effectivement, il peut y avoir détection et donc on alerte immédiatement le patient si ça nécessite un retour. Sur tout ce qui relève de l'interruption de traitement et l'erreur des patients, dans les services qui sont aujourd'hui autorisés aux pharmaciens, les pharmaciens peuvent faire tout ce qui relève de l'observance. Ce qui veut dire que l'on peut aussi mettre en place des stratégies de pilulier faits par le pharmacien et portés au domicile du patient. Quand l'infirmière intervient, c'est l'infirmière qui va le faire et qui va le gérer. Mais parfois, certains patients n'ont pas d'infirmière. Le pharmacien peut apporter à travers ce service une amélioration de l'observance, comme disait madame, avec un plan de prise bien détaillé, ce qui rend service à la personne. Donc on a cette possibilité aujourd'hui de contractualiser avec l'assurance maladie, les organismes complémentaires ou même avec le patient, ce service, puisque maintenant il est autorisé, puisqu'on avait besoin d'un décret pour pouvoir le proposer aux patients qui en ont besoin. Et c'est la continuité des bilans de médication. On détecte une inobservance, il se mélange dans les trucs, il ne veut pas qu'une infirmière vienne, ben le pharmacien peut proposer ce service. Donc voilà, on a des éléments de réponse. Oui, alors justement, pour aller dans la suite de ce que vous dites, c'est une idée peut-être complètement folle, mais qui pourrait aller plus loin. Je pense qu'il y a un gros risque qui est généré par l'armoire de pharmacie du patient chez lui. Et que là, il n'a vraiment personne pour l'aider. Alors pourquoi pas une contractualisation qui aille jusqu'à l'armoire du patient via l'infirmière, le pharmacien, pourquoi pas le médecin. Mais c'est vrai que le pharmacien, c'est déjà son rôle de base, mais toute personne pouvant arriver jusqu'à cette armoire, traiter non pas du simple pilulier, de la simple ordonnance, mais aller vérifier ce qu'il y a dans l'armoire, et pourquoi pas des messages aussi de l'ANSM invitant des fiches patients, comment vous vous occupez de votre armoire de pharmacie, vers qui vous pouvez rendre vos médicaments, est-ce que vous pouvez les garder, est-ce que vous devez les rendre, voilà. Voilà. Très bonne idée. Après, c'est vrai qu'on peut protéger le patient de tous les dangers qui l'entourent, mais à un moment, il garde son libre arbitre et le souci qui se pose, c'est que ce soit pour lui demander d'accepter que l'infirmière vienne, qu'on lui prépare ses médicaments ou qu'on vienne vérifier intelligemment son armoire à pharmacie, il ne faut pas quand même le désapproprier de ce qu'il est et d'être un être pensant et de ne pas les infantiliser. Donc c'est vrai que on peut s'interroger. Voilà. Oui, ça faisait un petit moment que je voulais intervenir quand même. Il ne faut surtout pas infantiliser les patients et surtout les patients âgés, parce que plus on va les infantiliser, plus ils vont perdre en cognitivité. Attention à ça. Moi, je voulais reprendre un exemple qui me vient à l'esprit par rapport à un commentaire qui a été fait tout à l'heure. Comment on s'aperçoit dans pas mal d'hôpitaux qu'il y a une erreur médicamenteuse au moment où on fait les stocks, au moment où on établit les stocks. On dit, tiens, il y a ça qui me manque, mais il n'y a pas eu de sortie. Ah tiens, il y a ça qui est sorti en plus. On fait le rapprochement. Ouais. L'autre sujet, tout à l'heure, on a parlé effectivement de la sortie d'hôpital. Il y a un programme qui a été mis en place par la CNAM, qui s'appelle Prado. J'ai même participé à celui qu'on appelle populationnel pour les personnes âgées. C'est une réponse, à condition que l'on fasse affaire avec le médecin traitant et l'infirmière traitante, et non pas le personnel de la CNAM. Hein? Ça, c'était la petite remarque que m'avait fait Catherine il y a quelques années. C'est important, ça existe, ça commence à se mettre en place, et c'est une solution. Mais je voulais surtout intervenir
J'ai fait une toute petite intervention ce matin où j'ai parlé de patients augmentés. L'idée, c'est quand même de rétablir le dialogue patient-médecin, qui est arrêté depuis quelques années, fin des années 90, suite à quelques scandales à tout hasard, et qui avait discrédité certains médecins. Donc les patients n'avaient plus tellement confiance dans leurs médecins. Et ce dialogue, il faut absolument le reprendre, le remettre en place volontairement, et que le médecin écoute le patient qui en sait certainement plus que beaucoup d'autres sur son état de santé, sur ce qu'il peut prendre, ce qu'il ne peut pas prendre. Il faut qu'il l'écoute. Généralement, il n'a pas le temps. Voilà des pistes. Hein. Il y en a d'autres. Je pense que ce que vous avez dit, c'est vrai pour tous les professionnels, en fait, le médecin, mais les autres aussi. Ça s'applique à tout le monde et à tout être humain. Moi, je voulais peut-être revenir sur 2 points. Le premier point sur la déprescription. Alors, c'est vrai que moi, je suis pharmacien hospitalier, donc nous, on s'intéresse beaucoup à la déprescription par contre. Et si vous cherchez des interlocuteurs pharmaciens pour venir travailler avec vous, c'est très volontiers. La SFPC, Société Française de Pharmacie Clinique, s'associera volontiers à vous pour travailler sur ce domaine-là qui nous intéresse aussi. Il y a déjà des algorithmes au niveau international. Chez les Canadiens, ils ont des algorithmes pour les IPP, pour les benzos, etc. Donc, je pense qu'on peut remettre au goût français ces algorithmes canadiens, mais les proposer en tant que société savante, je pense que ça peut être intéressant. Et si on le fait en plus en pluridisciplinaire, pourquoi pas? On pourra les proposer après à la NSM pour les faire valider. Le deuxième point, c'était pour répondre à mon collègue Farid au fond de la salle sur le problème effectivement que ces erreurs sont essentiellement liées au patient lui-même, c'est vrai. Et là, c'est tout le développement de la pharmacie clinique en pharmacie d'officine qui va apporter, je pense, à l'équipe pluriprofessionnelle l'accompagnement. Je pense que les piluliers, ça suffit pas. Si on donne que des solutions techniques aux patients, à mon avis, ça va être assez limité. Il y a le technique et il y a l'humain derrière, il y a l'accompagnement, il y a la motivation, il y a plein de choses sur lesquelles on doit jouer, sur les déterminants de l'observance. Ils sont multiples, il faut vraiment jouer sur tous. Il faut développer des compétences pluriprofessionnelles, il faut développer des compétences, en tout cas en ce qui me concerne, du pharmacien pour travailler sur cette problématique spécifique de l'adhésion avec les patients. Et ça ne se résume pas, c'est vrai, à des trucs très techniques ou des applications. Voilà. On a toujours tendance à voir le numérique, mais l'humain, on l'oublie. Et l'humain est très important dans l'accompagnement. Oui. Je ne vais pas me représenter une énième fois. Je voudrais réintervenir sur 2 aspects. Le premier sur la notion du patient acteur. Et je vais faire le lien puisque le directeur de la NSM l'a dit ce matin, on est dans le contexte de la semaine sécurité patient cette semaine. Et nous, au niveau du centre régional de Franche-Comté, cette semaine, on a décidé de travailler avec le patient, acteur de son traitement. Et effectivement, nous menons là actuellement un atelier autour de l'automédication que nous présentons donc dans le hall de notre établissement. Et effectivement, pour alimenter la discussion et de l'humain et autour du patient et surtout de ne pas le déresponsabiliser, autour du jeu que nous animons avec les patients sur l'automédication, leur pharmacie familiale, etc., on se rend compte effectivement qu'ils connaissent leur traitement. Ça, c'est évident. Par contre, le faire dire, hein, c'est un outil de la HAS, je crois que c'est important, et le faire dire et refaire communiquer le patient autour de son traitement et autour de notions simples, hein, autour de l'automédication. Dans le premier débrouillage qu'on a fait sur les premiers ateliers qu'on a fait lundi et mardi, eh bien effectivement, les patients sont très heureux d'avoir communiqué avec nous et d'avoir redébriefé leur traitement. Et finalement, le petit jeu qu'on anime avec eux, le fait de prendre le temps voilà, de redébriefer ces informations, voire même de rediscuter autour de l'automédication, des messages importants autour de ces éléments
qui sont des éléments importants dans le cadre aussi de l'erreur médicamenteuse, on se rend compte que le patient est parfaitement capable de comprendre, de discuter. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas l'oublier, vraiment le mettre au cœur du système. Je voulais vraiment réinsister là-dessus. Et sur notre expérience de début de semaine, dans le cadre de la semaine sécurité patient et de l'activité qu'on menait avec le centre de pharmacovigilance de Franche-Comté auquel j'appartiens. Et puis, deuxième élément sur lequel je voulais intervenir également, c'est l'interpro. Vous savez qu'il y a un décret qui est tombé au mois de juin sur le service sanitaire, qui est proposé donc aux étudiants en formation initiale. Et en Franche-Comté, nous avons eu l'ambition de développer ce service sanitaire dans l'interpro. Donc nous le débutons là actuellement donc sur des missions de prévention primaire et effectivement le premier contact que les étudiants ont eu, c'est-à-dire que ce service sanitaire, il se développe de la façon suivante avec des 5e années de pharmacie, des 3e années de médecine, des 2e années de soins infirmiers, des 2e années d'école de sage-femme et des kinés, 2e année de kiné. Et donc c'est ces équipes-là que nous coordonnons au niveau des tuteurs pour les faire travailler sur des projets de prévention primaire en interpro. Et là, c'est vraiment un tout début d'expérimentation, mais je trouvais intéressant de vous faire part de cette particularité franc-comtoise. Et on voit d'emblée, sur la première rencontre qu'ont eu les étudiants, qui sont jeunes, qui sont dans la communication, avec les moyens actuels, etc., toute la difficulté qu'ils ont eu déjà à se mettre en relation, alors que finalement, ils sont quasiment tous sur une unité de l'UE. Et puis, finalement, tous les a priori qu'ils avaient sur la première journée de rencontre qu'on a eue. Et nous, en tant que tuteurs, on a vraiment mené une journée pour leur faire comprendre tout l'intérêt de travailler ensemble dans cette interpro. Et je crois qu'on va pouvoir apporter des réponses dans cette dynamique-là, qui va prendre du temps. Et je reviens donc effectivement aux formations qui étaient proposées, c'est-à-dire de développer des vraies formations développées ensemble pour apprendre à communiquer, parce qu'on voit bien que même quand on les prend tout petits, voilà, c'est pas facile et ça demande une vraie énergie et j'attends avec impatience moi la fin de cette première expérimentation de service sanitaire en interpro en Franche-Comté pour avoir un petit peu le sentiment et le retour des étudiants, parce qu'on avait vraiment au départ de la journée un sentiment, mais qu'est-ce qu'on va faire là, qu'est-ce qu'on vient faire. Et puis déjà à la fin de la journée, avec les outils pédagogiques qu'on les a fait utiliser pour échanger, voilà, sur des outils smart, les Word Café, etc. Déjà, comment en fin de journée ils se sont appropriés les outils, et en fin de journée, les étudiants nous ont dit « Ah mais finalement on comprend ». C'était vraiment très très bien et puis les petites équipes se sont construites, se sont montées et déjà il y a une énergie qui se crée, mais il faut vraiment être pas dans le truc pyramidal, on impose du sachant, voilà. Je pense qu'il faut vraiment travailler dans la coopération, sur la même ligne, le même niveau d'épaule. Je crois que c'est vraiment important. Voilà, c'était mes deux réflexions que je voulais vous apporter sur mes expériences personnelles toutes récentes. Oui, je voulais répondre sur un point. Sur la gestion de l'armoire à pharmacie, bien évidemment, ça fait partie de la continuité du bilan de médication. Si on s'aperçoit que la personne n'arrive pas à gérer, à stocker, à mal ranger, etc., ou réutilise des médicaments, parce qu'elle nous le dit, ah, j'ai repris de la cortisone parce que j'avais de nouveau mal à la gorge, donc j'ai repris de la cortisone parce qu'il m'en restait. Bon, voilà. Donc là, c'est alerte et ça permet pas de dire je vais le faire. Non, c'est de comment on range une armoire à pharmacie. Qu'est-ce que l'on doit garder? Qu'est-ce que l'on doit garder si on a des enfants? Comment on range l'armoire en pharmacie s'il y a des enfants en bas âge? Qu'est-ce que l'on doit garder dans son armoire en pharmacie si on est allergique, si on est asthmatique? Parce que là, effectivement, il vaut mieux avoir une petite réserve de médicaments que l'on sait comment réutiliser.
parce que le médecin l'a expliqué et que derrière, on peut éviter des situations d'urgence où on est obligé de courir à l'hôpital pour avoir le médicament et la prescription. Donc ça, c'est un élément important. Moi, je crois beaucoup à ce service sanitaire qui apprend aux jeunes à connaître les métiers des uns et des autres et à être dans des stratégies de prévention et d'apprendre à connaître le rôle des uns, de chaque profession, et à mon avis quelque chose qui peut être intéressant, utile, si c'est bien organisé, et ça doit être extrêmement stimulant derrière pour apprendre à travailler ensemble. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que vous avez évoqué l'automédication. D'abord, c'est un mot qui me fait horreur, parce que c'est un mot qui incite à la consommation. Moi, je suis plutôt sur le parcours de soins, sur les médicaments qui peuvent être conseillés par le pharmacien quand il n'y a pas besoin d'un diagnostic médical. Et je voudrais saluer et en profiter le travail de l'agence du médicament qui a imposé que le nom chimique du médicament, la DCI, soit de la même taille, au moins, que le nom de marque. Et que le patient sache qu'il y a de l'ibuprofène, du paracétamol, dans tel médicament, masqué éventuellement par un nom de marque. Et l'autre remerciement, c'est d'avoir cassé cette stratégie de marque ombrelle, qui étaient des marques qui regroupaient à la fois le nom de médicament, le nom d'un dispositif médical, le nom éventuellement d'un complément alimentaire, qui désinformait le patient et qui l'amenait à croire qu'il prenait un médicament alors que c'est un dispositif médical. Et je pense que d'avoir sifflé la fin de la partie sur cette dérive est un grand service que vous avez rendu au parcours de soins du patient, qui doit être informé et responsabilisé sur ce qu'il prend et sur ce qu'il doit prendre, en tout cas sans avoir une pression sur du marketing inutile quand on se soigne. Merci. Puisqu'on est dans les remerciements, et avant de donner la parole à Dominique et à Pierre-Louis pour les conclusions de cette journée, puisque l'heure tourne, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette table ronde, vous remercier tous, surtout de votre participation. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, ce chantier qu'on a ouvert aujourd'hui sur les erreurs médicamenteuses, il n'est pas terminé. Il reste bien évidemment ouvert à tous. Donc on va faire certainement un compte rendu de cette journée, et j'espère que derrière vont arriver des groupes de travail pour que les propositions qui ont été faites, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de constats qui ont été faits, beaucoup de propositions aussi, ça ne reste pas lettre morte et qu'on puisse avancer là-dessus. Voilà, donc merci à vous. Et Patrick, je te laisse. Moi aussi, je voudrais vous remercier tous, à la fois les intervenants de cet après-midi et puis de ce matin. Merci à tous. Je pense que tout ce qui a été échangé aujourd'hui, ça va être une mine justement de travail, à la fois dans les propositions, mais pas que les propositions, les besoins que vous avez pu identifier ou les problématiques que vous avez pu identifier. Ça sera une mine pour nous, pour travailler, mais je pense au-delà du périmètre du CMG et de l'agence. Et puis juste une petite précision, la surreprésentation de la région Franche-Comté-Bourgogne n'était pas du tout calculée. On s'en est aperçu au fur et à mesure des présentations, mais ça montre qu'il y a un dynamisme dans la région et que sans doute il y aura plus d'erreurs médicamenteuses dans la région. Voilà.